Ma sœur se sentait beaucoup coupable. Elle voulait vraiment une famille, mettre les efforts plus sur la famille, le stress qui vient avec l'entrepreneuriat. Fait qu'elle a fait des choix. Fait qu'on a fait ça comme des grandes personnes. On a fait venir une personne spécialisée dans les entreprises familiales pour voir qui allait racheter qui, parce que ma sœur avait plus des visions locales, petite entreprise, voulait pas nécessairement faire de la croissance. Moi, j'étais plus axée croissance. Je dis non, il faut mesurer notre impact sur la communauté, il faut que ça s'agrandisse. J'ai toujours eu des idées audacieuses et ambitieuses. Alors, moi, j'avais envie de mettre le pied sur le gaz, puis elle avait envie de s'occuper de ses enfants à 4 heures l'après-midi, quand ils reviennent de l'école. Ouais. Bienvenue à Meilleur Humain, Meilleur Monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Notre invitée aujourd'hui, Julie Laberge, bienvenue. Merci. Toujours à mes côtés, mon associé et mon co-animateur, Julien Gauthier. Bienvenue aussi. Bonjour tout le monde. Et mon nom est Tristan Laliberté. Julien et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finances Humaines et on donne des conseils financiers à des gens comme Julie. Julie, on va faire ta bio pour commencer la chicane du bon pied. Un petit texte d'introduction pour toi. Alors, Julie, tu es une entrepreneure visionnaire et stratège reconnue dans l'industrie alimentaire. Fondatrice ou cofondatrice, en fait, on pourrait dire, avec ta sœur, de l'entreprise LSA. Tu transformes l'expérience des repas collectifs en plaçant l'humain et l'accessibilité au cœur de l'innovation. Compagnie qui a commencé dans les écoles. On va tout pouvoir t'entendre parler là-dessus. Tu es également une membre très active de YPO et de WeConnect Canada. Tu milites pour l'entrepreneuriat au féminin et l'impact social. Et notamment, tu as été inspiré par un voyage qui a commencé à peu près à l'âge de 16 ans et demi, qui a duré 5 ans dans 34 pays. On va vouloir t'entendre nous parler de ça aussi. Alors d'ailleurs, moi, j'ai vraiment été fasciné par exactement ce que tu nous as raconté en coulisses. On part de ton secondaire 5, puis de ta phrase d'entrée, puis du voyage qui mène éventuellement au lancement de tout ça. On t'écoute. D'accord. Alors, ce ne sera pas très bon pour la langue française, mais je m'assume. Je suis une drop-out scolaire. Littéralement. J'avais tellement hâte. Je comptais les minutes et les secondes avant la dernière cloche, secondaire 5. Là. J'ai toujours eu l'appel de l'aventure, finalement. Fait que je suis partie. J'ai eu un petit passage au cégep à Ottawa, mais... ça n'a pas duré bien longtemps. Ça n'a pas été long. C'est 3 heures de salle de cours. Là. Puis je suis très autodidacte. Fait que j'ai commencé le cégep, j'avais déjà tout lu les livres. Fait que là, on rentre dans un cours d'économie, puis bon, c'est dommage, j'aurais été intelligente avec ChatGPT dans ce temps-là. Fait que, bref, non, j'ai vite eu la piqûre de voir un peu le monde, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe ailleurs. J'étais hyper curieuse. Je viens d'un petit village. Je viens de Sainte-Martine, fait que c'est creux dans les Meumeux. Puis là, j'avais un appel pour visiter le monde. Fait que j'ai pris ma retraite avant de commencer à travailler. Puis, il faut dire, j'étais une enfant de restaurateur. Fait que nous, on a commencé, ma sœur et moi, on a toujours travaillé dans la restauration très jeune. Fait qu'à cet âge-là, j'avais déjà pas mal d'argent dans les poches. Puis mes parents nous avaient fait une super bonne éducation financière. Moi, j'ai commencé à acheter des actions de Nortel avant que ça plante. Oui, il faut le préciser. Et d'ailleurs, je les avais vendues avant que ça plante. Okay, ouais, c'est bon. C'est ça qui a payé mon voyage en Australie. Ma sœur s'était acheté de l'immobilier, elle avait été plus intelligente. Mais c'est ça. Puis je suis partie, je suis allée vivre en Australie, je suis allée en Asie. Et longue histoire très, très courte, on cumule un bagage de vie quand on voyage seul. Pas beaucoup d'argent, on doit se débrouiller. J'en ai pas parlé tantôt, mais pendant une semaine, j'avais pas eu assez d'argent pour me payer un youth hostel. Là, les auberges jeunesse. Exact. Fait que j'avais dormi sur la plage. Fait que je suis capable de comprendre qu'un itinérant peut vivre. Fait que, tu sais, je me suis exposée, je me suis ouverte à beaucoup de situations dans la vie, pas toujours heureuses, pas, tu sais,
des fois un peu dangereuse, mais en même temps, ça a vraiment permis d'aiguiser mon intuition. J'arrive dans un lieu, je sais que je suis bien, c'est beau, on y va. Ouais. Il y a d'autres lieux où c'était comme « Ah, le vibe est bizarre! » Fait qu'on reprend l'autobus, on quitte. Fait que, ouais, j'ai voyagé beaucoup. Là, tu racontais tantôt que, tu sais, un moment donné, tu t'es retrouvé un peu dans le fond de la jungle. Et puis, ton plan de match, c'était un peu, ben écoute, moi, je vais sortir d'ici quand je vais avoir mon plan de carrière, là, tu sais, qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Oui. Ça s'est pas exactement passé comme ça. Non, puis je voulais surtout pas être restauratrice. Je trouve que c'est une super belle profession, mais moi, j'ai vu mes parents travailler 7 jours sur 7, gérer. C'est du stress, la restauration. C'est un super beau métier, mais dans ma tête, à cette époque-là, c'était pas un plan de carrière. On pouvait pas vivre de ça, ou du moins bien vivre. Mm-hmm. Et puis, c'est ça. Je suis partie dans la jungle en Malaisie. Je me suis dit, je vais sortir d'ici uniquement quand je sais quoi faire de ma vie, parce qu'à 20 ans, c'est important de... Bon, je retourne à l'école, tu sais, j'avais pas d'éducation, j'étais très consciente du fait que j'avais pas d'éducation, puis j'ai toujours été ambitieuse. J'étais jeune, puis, tu sais, moi, je me voyais comme la relève de Coco Chanel, là, tu sais. Ouais. Fait que j'étais ambitieuse, mais je me suis jamais donné les moyens d'être ambitieuse dans le sens où le MBA, c'était même pas quelque chose de pensable pour moi parce que je n'avais pas les notes. À cette époque-là, c'était les petits bolets qui allaient là. Et puis, plus tard dans ma vie, j'ai découvert seulement qu'à 30 ans que j'étais dyslexique. Puis bon, ça expliquait peut-être plein de problèmes que j'avais eus dans mon parcours scolaire. Mais ceci dit, non, je suis sortie de la jungle malade. Je devais me faire hospitaliser. Je suis allée passer une semaine à Bangkok pour guérir tous les problèmes de peau. J'avais probablement bu de l'eau non potable. Ouais. Puis j'étais vraiment malade. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu un courriel de ma sœur qui me disait « Ma grande, rentre au pays, on se part une business, il faut changer le monde. » Puis je voyais, d'accord, c'est quoi le plan de match? Par où on commence? C'est ça. 10 mois en plus. Ma sœur était graduée du Collège La Salle. S'est mise à travailler pour un compétiteur. Qui aujourd'hui est un compétiteur, en fait. Puis, à cette époque-là, servait de la poutine à des jeunes du primaire, hein, c'est important de le spécifier, là, à la récréation du matin. Puis elle, qui est un peu la Madame Granola là, dans la famille, quoique des fois elle a des attaques de sucre, mais ça reste que c'est la personne qui fait attention, puis qui était très consciente, très conscientisée sur la nutrition, de par son parcours scolaire aussi. Puis, j'ai fait comme, ben, tu sais, là, j'étais rendue en Thaïlande. Je me disais, ouais, j'ai pas vraiment d'autres options en termes de carrière. Fait que j'ai fait, OK, d'accord, bonne idée. Fait que je suis revenue ici, puis c'est comme ça qu'on a démarré. Juste pour placer quelques personnages dans l'histoire, fait que tes parents étaient-ils propriétaires? C'était-tu des entrepreneurs propriétaires d'un restaurant ou ils étaient dans ce milieu-là seulement? Non, ils étaient propriétaires d'un restaurant. Puis, annexé au restaurant, il y avait un petit service de repas scolaire aussi. Okay. Ils avaient commencé à servir des soupes, des sandwichs pour les petites écoles primaires dans la région. Ouais, c'est ça. OK. Puis ta sœur, plus vieille, plus jeune que toi, puis son prénom, comme ça, on va pouvoir s'y référer en Jannick. Jannick, c'est ta sœur plus jeune. C'est ma sœur plus jeune. On a été associés ensemble jusqu'en 2012. En 2012, là, elle a décidé, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est une bébite en soi aussi. Hein? À un moment donné, le style de vie fait en sorte que, ben, tu sais, on a quelques choix à faire aussi. Ma sœur se sentait beaucoup coupable. Elle voulait vraiment une famille, mettre les efforts plus sur la famille, le stress qui vient avec l'entrepreneuriat. Fait qu'elle a fait des choix. Fait qu'on a fait ça comme des grandes personnes. On a fait venir une personne spécialisée dans les entreprises familiales pour voir
qui allait racheter qui, parce que ma sœur avait plus des visions locales, petite entreprise, voulait pas nécessairement faire de la croissance. Moi, j'étais plus axée croissance. Je dis non, il faut mesurer notre impact sur la communauté, il faut que ça s'agrandisse. J'ai toujours eu des idées audacieuses et ambitieuses. Alors, moi, j'avais envie de mettre le pied sur le gaz, puis elle avait envie de s'occuper de ses enfants à 4 heures l'après-midi, quand ils reviennent de l'école. On tombe dans une section vraiment intéressante aujourd'hui qui est les questions à rafale. Questions courtes, réponses courtes, on n'y pense pas trop. Si la question ne t'intéresse pas, tu nous dis passe, puis on skip. T'es prête? Prête. Ta mission de départ, en un mot. Bien manger, à un prix accessible. Ouais. Ton plus gros pari que tu as fait en affaires? Les 2 dernières acquisitions que l'entreprise a faites. Qu'est-ce qui t'allume encore chaque matin, 20 ans plus tard? Les humains. Une décision que tu as prise qui a tout changé. Mais c'est pareil. Tu aurais aimé qu'on te dise quoi au tout début de ton parcours? Ferme ta gueule puis écoute. C'est quoi pour toi une bonne alimentation? Équilibré. La pire erreur qu'on voit encore trop souvent en milieu scolaire. Des appels d'offres. Ton ingrédient préféré à mettre partout. Du sirop d'érable. L'aliment le plus sous-estimé. Le piment vert. L'innovation qui va transformer nos assiettes dans les 10 prochaines années. La technologie. C'est quoi ton secret pour garder un service humain malgré la croissance? L'humain est au cœur des assiettes. Point. Qu'est-ce que les clients aujourd'hui veulent vraiment dans leur assiette? Du service. Ils ne veulent pas nécessairement payer trop cher dans une cafétéria, si on se compare à la restauration. Ouais. Mais d'abord et avant tout, encore une fois, des humains au service des humains. Un truc simple pour améliorer l'offre alimentaire en entreprise? Laissez les gens, les experts, vous épater. Laissez-nous travailler. Ton premier réflexe quand vient le temps de prendre une décision difficile? Je paralyse, je me cache dans mon garde-robe, j'angoisse pendant 3 jours, je sors de là, j'ai pris une décision puis je ne regarde plus jamais en arrière. Est-ce que tu miserais toujours sur la qualité, même si c'est moins rentable? Tout à fait. Sans hésiter une seule seconde. Comment on bâtit une équipe qui croit autant à la mission que la fondatrice? Vraiment bien s'entourer de gens qui sont vraiment passionnés de bouffe. Mm-hmm. Ou de vin ou de raisin. Mais tu sais, c'est pas juste la bouffe, c'est pas juste la façon de cuisiner, c'est dans le quotidien, c'est tous les jours à la maison. Tu sais. Mes gens, c'est des épicuriens et des grands voyageurs. Une valeur non négociable chez LSA? La qualité. Quand t'engages d'abord sur le CV ou sur le cœur? Le cœur. Le client idéal pour toi, c'est qui? Quelqu'un qui communique bien, un bon collaborateur, qui dit les vraies choses, qui n'a pas peur d'adresser les enjeux quand il y en a. Frais du jour ou prêt à manger? Frais du jour. Comptoir santé ou food truck local? Ah, food truck local, j'aime ça. Grandir tranquillement ou exploser sur 3 marchés? Exploser sur 3 marchés. Produit maison ou partenariat stratégique? Produit maison. Mission sociale ou performance d'entreprise? Mission, en fait, performance d'entreprise à caractère social. Et si une jeune entrepreneur te disait « J'aimerais transformer une industrie avec mes valeurs », tu lui dirais quoi? Fonce. Arrête d'y penser. Go. On va retourner quand même un peu en arrière. Fait qu'en 2002, ouais. Jannick et toi, vous partez la business. Mm-hmm. Vous êtes installé dans le sous-sol de tes parents. Ils étaient hot, hein, mes parents. Ils étaient hot, mais hein. Ils étaient vraiment hot. Puis mon père vous êtes allé chercher une couple de clients, là, des écoles, puis vous voulez transformer la planète à partir de faire disparaître, ou en tout cas, amener une meilleure alimentation à nos enfants dans les écoles, là, puis tasser la malbouffe de côté. Moi, je me souviens, là, j'avais été invitée à un conseil de parents, puis je pensais me faire lapider parce que j'avais dit, ben là, on va faire une journée poutine, juste une journée par semaine, parce qu'on était allé en transition pour ne pas faire ça de façon trop drastique. Puis les marges sur la poutine, on va se dire ce que c'est. C'était un peu ça aussi qui nous permettait de faire du poisson puis du tofu. Là, fait qu'il fallait équilibrer les menus.
Mais j'avais dit, il faudrait enlever les boissons gazeuses. Il faudrait remplacer ça par des bouteilles d'eau ou des boissons énergétiques faibles en sucre. Tu sais, bon, on partira pas le débat du Gatorade, là, mais ça reste que je m'étais fait engueuler là, par un conseil de parents que ça n'avait pas d'allure, que ça n'avait pas d'avenir, puis qu'on, tu sais, on restera pas longtemps en affaires. C'est surprenant quand même de penser à ça. Ça fait pas 400 ans, là, mais... Oui, on est parti de loin. On partait de loin. T'avais tout un défi à transformer. Ouais. Les gens oublient. Tu sais, maintenant, on est habitué à avoir des sushis dans les écoles. Je ne sais pas où vont vos enfants, mais bon, surtout dans les écoles privées, mais même dans le secteur public, c'est rendu là. Tu sais, l'offre alimentaire, elle a beaucoup évolué là, en 25 ans. Là. Ça prenait des Julie pour faire ça. Des Julie et des Jannick. Ça prenait des Julie et des Jannick, exactement. Mais en fait, il y a tellement de gens dans notre métier qui sont fiers de cuisiner. Mm-hmm. Ça prenait juste quelqu'un pour les inspirer, je pense. Puis quelqu'un avec beaucoup aussi de passion, puis une vision claire que tu avais définie clairement avec Jannick. Puis comment que vous avez fait de partir une business comme ça avec un modèle d'affaires, pas de liquidité ou très peu, puis d'enrôler ces écoles-là, puis devenir la business que vous êtes maintenant aujourd'hui? Dis-nous un peu plus sur le processus que vous avez fait au tout début, là, quand vous avez commencé. C'est sûr qu'on avait un plan d'affaires, on avait une vision, on avait été cognés aux banques, rien à faire. Puis là, tu sais, mes parents, ils voulaient quand même nous enseigner la leçon de on ne va pas signer pour vous, on va pas être vos endosseurs. Vous voulez partir une business, bien, vous allez la partir comme tout le monde, rencontrer les défis et les solutions. La seule chose qu'ils ont faite, c'est que, bon, ils ont quand même construit une petite cuisine dans leur sous-sol. Et ils ont donné un laptop en mise de fond. Ils ont donné un laptop à le gros Mac. Là. Ouais. Puis avec ça, on a fait un beau plan d'affaires. On est allé cogner au Centre local de développement économique à l'époque. C'était les fonds d'investissement, le fonds d'investissement jeunesse. Qui nous avait donné une subvention. On avait eu 6 000 de prêts, puis 6 000 en subvention. Fait qu'on a démarré avec 12 000 $. Parfait, ça. Oui. C'était... On va changer le monde. On va changer le monde, un plat à la fois, une assiette à la fois. Puis, sincèrement, tu sais, la restauration, c'est des mathématiques. Alors, c'était, tu sais, dès jour 1, le coût de revient, l'approvisionnement, il fallait être très créatif. Nous, on avait une vision où il fallait encourager l'économie locale. Fait que, tu sais, bon, évidemment, on vient de la campagne. Fait que, tu sais, les producteurs de maïs, on sait c'est qui. Fait que des fois, on se trouvait des façons ingénieuses de créer des liens. T'sais, on allait chercher nos piments chez Roy, on allait chercher nos tomates dans le fond du rang des fèves. Mais on arrivait à créer un budget équilibré en offrant de la bonne bouffe. La soupe aux carottes, c'était des vraies carottes. Là. C'était pas de la soupe Campbell. Fait que, il n'y avait pas de canne. Tout était cuisiné 100%. Il n'y avait pas de vinaigrette, de sauce tout faite. C'était pas de la sauce teriyaki en gros pot. Puis je vous dirais, c'était ce qui m'a rendu probablement le plus triste dans le parcours de la pandémie. C'est qu'à un moment donné, on s'est éloigné de notre mission, notre vision, notre essence même en tant qu'entreprise, notre ADN. Puis là, ben, je marche dans une cuisine, puis oups, on voit de la mayonnaise Hellmann's. Ben, qu'est-ce que c'est ça? Voyons! Ouais. Un chef qui ne sait pas faire sa mayonnaise, on a un problème. Là. Ouais. Mais bon, c'était temporaire, puis là, on est en train de reprendre le contrôle. Je vais faire un petit saut dans le temps, juste pour les gens qui nous écoutent. Fait que, tu sais, ça a parti dans le sous-sol de tes parents avec 12 000 $, un laptop, puis 2 sœurs. Mais au point culminant, vous avez monté ça à 400 employés. Puis en plus, t'as osé tantôt appeler ça un mom and pop shop de 400 employés. C'est quoi un peu les grosses marches d'escalier entre la cuisine puis les 2-3 premiers clients, puis l'entreprise de 400 employés, le mettant son point
culminant? Les premiers 5 ans, tu sais, c'était pas mal en lien avec le 0 à 1 million de revenus. De chiffre d'affaires. Oui, c'est ça, tu sais, de chiffre d'affaires. Puis bon, quand tu arrives à 1 million, tu sais, là, tu commences à avoir des procédures. Je dirais, ça, c'est vraiment la partie le fun. Tu es en démarrage, tu as de l'énergie en fou, tu sors du bureau à minuit, tu reviens le lendemain matin à 5 heures. Le start-up est très énergisant. Il faut faire attention, c'est énergivore. Aussi, les deux. Ouais. Exact. Je dirais, l'autre step, c'est quand on est arrivé, puis il faut remettre les choses en contexte. Dans ces années-là, on avait 22 ans, 23 ans. À un moment donné, on était rendu une centaine d'employés. À quel moment, ça? C'était assez rapide, là. Je dirais peut-être 3-4 ans après le démarrage. Puis à ce moment-là, vous vous étiez incorporé? Oui. En fait, on s'est incorporé 11 mois après l'ouverture. OK. C'est dit là, c'est le bon moment parce que j'ai 4 clients. Il faut que je produise des états financiers. Il faut que j'aille chercher peut-être d'autres financements. Bien, en fait, tu sais, mes parents, c'est des gens qui nous ont bien éduqués financièrement, mais ils ont toujours été des petits entrepreneurs locaux. Donc, eux, c'était, ben non, faites-vous une société en nom collectif, puis, tu sais, c'est bien trop coûteux d'avoir une incorporation, parce que, là, je ne sais plus, mais je sais qu'à l'époque, ça prenait au moins 250 000 en revenus pour que ça vaille la peine, puis, tu sais, je pense l'année 1, on avait déjà dépassé tout ça. Fait que, tu sais, là, on s'est dit, ouais, faudrait vraiment s'incorporer, faire un livre de minutes, une convention d'actionnaires. Oui. Et heureusement qu'on l'a fait, parce que quand ma sœur a décidé de quitter l'entreprise en 2012, heureusement qu'on avait des bons papiers, puis, tu sais, c'était plus difficile pour moi, je pense, que pour elle, parce que encore aujourd'hui, je m'ennuie de travailler avec ma sœur. On avait du plaisir, là. Mm-hmm. Oui, mais ça, c'est... des bons papiers à jour, bien formulés, bien écrits, c'est tout le temps bon quand il arrive une séparation. Puis de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Nous, on avait eu une conseillère qui était spécialisée en entreprise familiale, qui était venue démêler, parce qu'à un moment donné, ça avait été émotif, là. Tu te souviens de son nom pour la fois? Parce qu'on en a eu une qui est passée. Martine Deschamps. Ah, bien oui, je connais Martine Deschamps. Ouais. C'est pas elle qui est venue sur notre plateau, toutefois. OK. Mais je vois ici, elle a écrit un livre dans Martine. Hein? Oui, que je suggère à tous les entrepreneurs qui sont dans une entreprise familiale. L'histoire des chapeaux, là, ça nous avait vraiment... Encore aujourd'hui, c'est un exercice qu'on utilise. Okay. Fait que, donc, d'entrée de jeu, on disait que tu avais vraiment un défi à transformer le monde de la poutine en monde de bonne bouffe, mais un monde de Pokéball, c'est de poutine à Pokéball, ça se ressemble un peu. Puis en même temps, on peut voir que dès le début, vous avez eu un succès quand même fulgurant, ben, ou du moins une croissance fulgurante, parce que tu dis que dans le temps de le dire, vous êtes à une centaine d'employés. En fait, puis, a toujours été à peu près 25-30 % par année depuis jour 1. Quand même, c'est pas banal. C'est pas banal. On peut-tu investir? Ça me ferait plaisir. Oui. Puis moi, je suis une fille de défi, je suis une fille de croissance. Je suis une fille de projet. C'est probablement ce qui fait que j'ai extrêmement souffert durant la pandémie parce que là, on venait de signer un super beau projet avec le Biodôme et le Planétarium. Puis, tu sais, je veux dire, l'ouverture était planifiée la journée de la fameuse conférence de presse de M. Legault qui disait on arrête. Merci, bonsoir. Puis là, c'était c'était catastrophique. Là. J'ai des gens qui ont congelé du spaghetti. J'ai des gens qui ont congelé des pintes de lait. J'avais jamais vu ça. J'ai des employés qui avaient peur. C'était un film d'horreur, là, littéralement. À ce moment-là, c'est-tu justement à peu près l'époque où tu as comme 400 employés? On n'était pas 400 à cette époque-là. On était peut-être autour de 230, 240. J'imagine que tu as eu à prendre des décisions épouvantables. C'était épouvantable sur l'équipe. Puis en même temps, j'ai un esprit très logique. Je me disais, bon,
M. Legault dit qu'on ferme, parfait. Bon, évidemment, il y avait une raison en arrière de tout ça, puis la raison était bienveillante aussi. Là. Ben oui. Mais moi, je me disais, oui, mais l'économie, notre pays, le Québec, il ne pourra pas supporter ça plus que 2 semaines. Puis, bon, je ne sais pas si vous regardez les budgets, là, mais moi, c'est quelque chose qui me passionne un peu. Je regarde les budgets, je me dis, on n'est pas, je veux dire, on ne peut pas fermer l'économie encore très, très, très longtemps. Fait que, moi, dans ma tête, ça va durer 6 semaines maximum. Puis après ça, les machines vont réouvrir. Hey, je me suis trompée solide. En plus, ça vient un peu de l'époque des quarantaines, hein? Fait que 6 semaines, ça balançait aussi, là, moi, je me suis dit, économiquement, là, je veux dire, c'est bon, les fonds de contingence. Puis, heureusement, ça aussi, c'est une belle chose. Nous, en tant qu'entrepreneurs, ma sœur et moi, je pense que pendant toutes ces années-là, on n'avait jamais pris de dividendes. On avait toujours laissé ça dans l'entreprise. Fait que quand la pandémie est arrivée, j'étais pas si nerveuse que ça. Je dirais même au contraire, j'ai un investisseur qui est avec nous, puis je l'avais même convaincu de faire un round de financement pour ça serait le temps d'implanter un ERP, justement, il n'y a personne. C'est tranquille. Fait qu'on va implanter notre ERP. Bon, mauvaise décision. On paye encore le prix aujourd'hui, puis j'ai arrêté de compter combien ce projet-là a coûté. Mais non, c'est ça. Et comment ta posture de leader a pu faire face auprès de tes employés aussi? Parce que tout le monde était stressé, les entrepreneurs aussi. Je veux dire, toute la société ne savait pas où s'en allait avec la pandémie. Puis toi, tu as vécu, comme plusieurs autres aussi, là, mais un très gros défi. Et tu l'as surmonté, ce défi-là, haut la main. Comment ton leadership a pu mobiliser tes troupes, mobiliser tes employés, puis surmonter ça? Je vais être hyper transparente. Je pense que j'ai très bien réagi jusqu'à un certain point. À un certain point, j'étais complètement épuisée, vidée. Et là, c'était le contraire. J'ai pris des drôles de décisions, puis j'ai impacté négativement mes équipes. Ça, c'est bien parce qu'aujourd'hui, je suis capable de reconnaître la différence. Quand j'ai très bien réagi, je réalise que j'utilisais beaucoup le sens de l'humour. J'ai un très bon sens de l'humour. Puis moi, je peux faire des cotations d'Elvis Gratton tout le temps. Là. D'ailleurs, il m'avait fait... j'étais revenue une fois au bureau, là, puis il m'avait fait une grosse fusée avec la face d'Elvis Gratton, Think Big Steve, tu sais. Fait que c'était comme... c'est ça. J'ai un très bon sens de l'humour. Je pense que ça, c'est rassembleur. Mais il y a une différence entre le sarcasme et l'humour. Et à un moment donné, j'ai manqué de discernement dans le sens où moi aussi, j'étais fatiguée, moi aussi, j'étais humaine. Tout le monde a les yeux tournés vers la présidente, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va faire. Et puis, j'ai eu un moment où j'aurais dû prendre des vacances. J'ai pas pris de vacances. Fait que c'était une descente qui était raide. C'était poche. Je me suis mis à challenger des décisions. J'étais moins collaborative. J'écoutais pas les gens. J'avais des recommandations de mon comité aviseur. Je les ai pas écoutées. Fait que je me disais « I know best ». Mon intuition, ouais, non. Aujourd'hui, j'ai du regret parce qu'il y a des bonnes personnes qui ont quitté l'entreprise de par ce comportement-là. Fait qu'il faut faire attention. Puis je pense que les entrepreneurs, on est très bons pour se sentir indispensable, important. Non, la business a besoin de moi, il faut que je sois là. Sincèrement, là. J'aurais pu prendre 2 semaines de vacances pendant toute cette affaire-là. Tu serais revenue la Julie que tu es capable d'être et non pas la Julie fatiguée que tu nous décris. C'est ça. Puis, tu sais, quand la fatigue embarque à un moment donné, on remet tout en question. Puis, dans mon cas, je ne sais pas les autres personnes, les gens que vous interviewez, mais moi, dans mon cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai eu un manque de confiance en moi, mais flagrant, là. Fait que je me suis mis à chercher des solutions chez d'autres personnes
pensant qu'ils étaient plus compétentes que moi pour prendre des meilleures décisions que moi. Alors, je voulais comme déléguer ma douleur entrepreneuriale à quelqu'un d'autre en me disant, lui, il est bon, il est plus vieux, ou, tu sais, il a déjà vu ça, il a connu la crise de l'emploi pendant pas les Jeux olympiques de 76, là, mais 68, là, tu sais, moi, je n'étais pas née, fait que moi, je me disais, ça va bien aller, tu sais, je vais déléguer la direction générale, j'ai tellement délégué qu'on a perdu 2,8 millions cette année-là. Fait que, c'était pas génial. Puis là, c'était de regagner la confiance, dire non, OK. De remettre les pendules à l'heure, là. Qui on est en tant qu'entreprise? Puis l'entreprise dépasse Julie, là. Mm-hmm. J'ai des cuisiniers qui... Tu sais, premièrement, mettez-moi pas dans une cuisine, là, je sais pas quoi faire. Tu sais, je sais ce que j'aime, je suis gourmande de nature, mais tu sais, je m'en ai moi pas de faire une soupe, là. Je vais appeler un chef. Mais j'ai vraiment des employés extrêmement engagés. Tu sais, à un moment donné, il y en a un qui disait, hey, là, il faut arrêter d'avoir du thon parce que ça n'a pas de bon sens, tout ce qu'on fait. Puis, non, c'était le saumon, je pense. En tout cas, je ne sais plus trop. Fait que là, mais c'est eux qui font des recherches, c'est eux qui sont passionnés, c'est eux qui drivent l'innovation. Puis je pense que là, c'était de remettre les choses à l'âge. Bon, OK. J'ai une zone de compétence, puis c'est de déléguer les zones où moi, je suis moins bonne, moins performante à des personnes qui ont la passion de leur métier puis de leur secteur d'activité. Mais c'était difficile parce que on était en croissance depuis le démarrage. Du jour au lendemain, on a une filiale qui a été fermée pendant 18 mois. Et là, c'est, du jour au lendemain, tu n'as presque plus de chiffre d'affaires, mais malgré ça, on a resté rentable. Puis, tu sais, cerise sur le Sunday, là, on s'est fait exproprier de notre super bureau. Il a fallu négocier avec Hydro-Québec. Écoutez, je vous passe là, tous les défis, là, mais on en a eu. Je me rappelle, on faisait, juste avant la pandémie, on faisait des projets pilotes. Mon objectif, avec l'équipe qui s'occupe des menus, de la nutrition, c'était d'améliorer les jus qu'on offre aux enfants. On se disait, bon, les petits jus Oasis, ça vient de Rougemont, c'est québécois, on est bien content, là. Mais à la fin de la journée, là, c'est du concentré puis c'est plein de sucre. Fait qu'on s'est dit, pourquoi on ne fait pas des petits jus pressés à froid? Un peu le même principe que Loop, mais vraiment visé pour les enfants. Loop, on s'entend, ça prend une papille un peu plus adulte. Il y a du gingembre, c'est un peu plus sophistiqué, on pourrait dire. Oui, ça réveille. Un enfant, ça a besoin que ça soit sucré, sinon il n'en veut pas. Ouais. Fait que nous, on se disait, on va travailler des recettes où le jus va faire en sorte que l'enfant mange 4 portions de fruits et légumes dans son petit 200 millilitres avec son repas du jour. Fait qu'on va venir élever encore une fois la qualité. On était vraiment emballés. Mais tu sais, longue histoire courte, mauvais partenaire, mauvaise structure, ça a fini devant les tribunaux, ça a duré 3 ans tout le long de la pandémie. Fait que beaucoup de stress. Quand je vous disais tantôt, des fois, de prendre le recul, de se reposer, de se re-questionner sur où sont nos vraies zones de force, au lieu de se pitcher dans toutes les directions, parce que là, c'était la mode, là, tout le monde parlait, il faut diversifier, mais en réalité, si on n'avait pas diversifié, on serait plus riche aujourd'hui. Sauf que tu as nommé 2 forces un peu durant l'entrevue, puis un peu dans la pré-entrevue. Tu as dit, entre autres, que tu as peur de rien quand les gens dans des moments où les gens ont peur. Mm-hmm. Où les gens, quand les gens paralysent, toi, tu es active. Puis tu as aussi reconnecté avec ton instinct, ton intuition qui vient quelque part de la petite fille qui était partie en voyage, bambocher la planète. Puis de la façon que tu nous racontes la pandémie, tu as utilisé ces 2 forces-là aussi, mais qui t'ont joué des tours, on dirait. Oui. Ils ont joué des tours parce que c'est beau écouter son intuition, mais tu sais, la force d'avoir un comité aviseur,
c'est de l'écouter. Les écouter, oui, c'est ça. Sinon, faisant pas. À quoi ils servent sinon? Puis, tu sais, c'est des gens tellement qui ont des profils de carrière très impressionnantes. Et pourquoi je les ai pas écoutés? Encore une fois, ça revient tout le temps à la même chose. C'est de la fatigue. Dans mon cas, les contre-valeurs que je porte en dedans de moi, tu sais, je suis humaine comme tout le monde. J'ai des qualités, j'ai des défauts. Quand je tombe dans le sarcasme, l'arrogance, quand, tu sais, tout le monde est épais, moi, je suis plus brillante, là, ben, c'est dans ce temps-là, il faut que je prenne des vacances. Ouais. Mais sinon, au niveau des forces, ben, c'est sûr que j'ai un profil très atypique. Au début de la pandémie, tu sais, quand tout le monde avait vraiment peur, personne ne voulait faire de l'investissement. Ben non, faire de l'acquisition, c'est le temps. C'est le temps, tout est mort. Tu voyais l'opportunité après la pandémie. Parce que moi, tu sais, l'enjeu, là, on remet les choses en perspective. J'ai perdu pratiquement... à un moment donné, on avait 208 % de taux de roulement. 208 % de taux de roulement. Oui. OK. Comment on calcule ça, ce taux-là, juste pour nous mettre des... On prend 12 mois. Ouais. Puis en 12 mois, tu as changé deux fois ton équipe au complet. Au complet. OK. Fait que là, il y a eu vraiment un enjeu de valeur. Il y a eu un enjeu de... Tu sais, puis là, à un moment donné, tu te mets embauché pour la compétence, pas les valeurs d'entreprise. Fait que, tu sais, à un moment donné, je me suis retrouvée avec plein de gens compétents. Mais complètement désalignés. Complètement désalignés, personnalité toxique. Puis le milieu des cuisines, c'est des milieux fragiles. C'est des artistes. Si on leur donne des structures hyper lourdes, compliquées, ben ils peuvent pas performer. Et si on leur donne trop d'espace, ben là, ça va vous coûter 40 fois le prix. Ouais. Fait qu'il faut bien délimiter les carrés de sable. Puis, je dirais, tu sais, l'apprentissage derrière ça, bien s'entourer, là, c'est pas un secret, mais pour bien s'entourer, c'est pas juste regarder le type de fonction qu'on a besoin de mettre en place. C'est qui sommes-nous à la base? Quelles sont nos valeurs? Puis je préfère de loin embaucher quelqu'un qui vient pas de l'industrie, mais qui a les mêmes valeurs que quelqu'un qui ça fait épinam aeternam, qui fait ça comme ça depuis 30 ans. Tu sais. Ouais. Intéressant. Fait que là, il y a un autre segment de la business que j'aimerais qu'on touche un peu, que tu as nommé avec tristesse tantôt, ton aile coupée. Ah, oui. Arrête, je vais pleurer. Ouais. Wow, je t'émotive. Ben, c'est normal, c'est normal. On a démarré l'entreprise en milieu scolaire, ma sœur et moi. Tu sais, ça me passionne, les jeunes. Je trippe les ados. Je trouve ça cool. Si c'est pas bon, ils te le disent tout de suite. Ils font pas 15 plaintes au comité de je sais pas quoi. Puis t'es pas obligé. Direct, tu connais. Ils sont authentiques. C'est pas bon, va voir dans la poubelle à compost. Elle est bien remplie. Puis là, tu dis, ouais, OK, j'ai peut-être manqué mon menu aujourd'hui. Et là, bon, post-pandémie, on a fait des acquisitions qui ont été mal intégrées, mal gérées à l'interne. Pas tant sur tu sais, sur papier, stratégiquement, c'était, oh mon Dieu, que c'était la bonne chose à faire. On était dans le bon timing, c'était génial. J'étais même très fière de moi et de mon équipe, là. Puis je me disais, aïe, aïe, tu sais, ma petite boîte, mon équipe alentour de moi, là, on drivait, là. Mais j'ai épuisé tout le monde, là, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et ça reste que j'avais sous-estimé l'impact humain. J'avais sous-estimé l'intégration, la formation. Tu sais, sur le plan des valeurs, les entreprises coexistaient, mais cohabitaient très mal. Okay. Fait que c'était un enjeu important. Puis là, ben, on faisait face à une restructuration d'entreprise. Tu sais, remettre. Il fallait sabrer dans les dépenses, fallait sabrer dans l'overhead, ce qu'on appelle. Revoir l'importance du comité de gestion, qui a sa place là, qui ne l'a pas. Et pour ça, ben, à un moment donné, faute de financement, faute, les banques étant des banques, c'est pas celles-là qui vont prendre du risque. Puis avec des années
de pandémie où le profit puis le BNR étaient durement impactés. On ne se le cachera pas. On avait contracté des dettes qui font en sorte que c'était pas de la dette levier. Normalement, on contracte une dette puis on fait du levier avec. Ouais. Là, c'était pas ça. On faisait une dette pour se maintenir la tête hors de l'eau. La tête fait qu'on a manqué d'oxygène. Alors, on a pris la décision de vendre la filiale scolaire, d'où mon aile coupée. Ouais. C'était émotif pour moi parce que j'aime encore ça. C'est un beau milieu, plein d'opportunités. Toutes nos écoles au Québec, en fait, toutes nos cuisines d'écoles au Québec sont en décrapitude, sauf certains collèges privés qui, sont un petit peu plus innovateurs. Puis, je pense qu'on avait 2-3 écoles qui étaient neuves. Mais encore une fois, ce sont des architectes qui ont construit les cuisines, pas nécessairement les gens de cuisine. Bémol. Mais ça reste qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités dans cette sphère d'activité-là. Mais nous, on n'a pas eu le choix. Il fallait vendre ces actifs-là. Alors, on a vendu à un très gros groupe. Un très gros groupe contre qui je me bats depuis 20 ans, 25 ans bientôt. 24 ans, ça va faire 24 ans le 2 juillet. Ouais. Uh-huh. Fait que là, il y a eu de l'ego. Il y a eu de l'ego. Puis c'est drôle, j'avais la perception à un moment donné qu'on était un mauvais employeur. L'information qui revenait, ou du moins les dossiers qui remontaient sur ma table, c'était toujours un peu les dossiers merdiques. Fait que je me suis dit, les gens vont être contents, ils vont aller travailler pour une grosse boîte, ça va leur amener plus de stabilité, ils ont plus d'assurance, je veux dire, c'est une très grosse boîte, là, ils ont 25 000 employés au Canada. Okay. Donc, moi, je pensais au bien-être de mes gens, puis je me disais, mes gens vont gagner à travers ça parce qu'ils vont amener une structure que nous, présentement, on n'est pas capable d'offrir. Mais les courriels que j'ai reçus, les messages Facebook que j'ai reçus, là, ça m'a fait mettre en doute ma décision. Je me disais, j'aurais-tu pu souffrir encore 6 mois? Là, revirer à la patente. Mais c'est dur, David et Goliath. Que je comprends pourquoi tu as nommé ça une mom and pop shop à 400 personnes. Quand ton compétiteur, il y a 25 000 personnes, puis probablement un approvisionnement que tu n'as pas, des structures que tu ne peux pas te permettre, un modèle financier que tu n'es pas capable d'avoir. C'est tout un défi, là. C'est tout un défi. En même temps, je pense que c'est notre mesure. Moi, j'arrête pas de dire que je suis pleine d'espoir pour la prochaine génération. Hein. Je sais que des fois, les gens parlent des milléniaux, là, puis ils sont comme, ils sont paresseux. Non, ils sont brillants. Puis ils vont redéfinir le cadre du succès. Je pense qu'on va venir monétiser, on va venir mettre un chiffre sur la valeur collective qu'on crée. Présentement, on ne le calcule pas dans nos états financiers, mais nous, tout le long de la pandémie, ces grosses boîtes-là, ils ont fermé. Ils n'ont pas ouvert de service. Ils ont reçu des subventions du gouvernement, par exemple. Mm-hmm. Fait qu'eux, ils ont empoché. Ils ont attendu que toutes les la tempête passe. Que la tempête passe. Moi, petit joueur, je me disais, non, ma job, c'est de garantir le plus d'emplois possible, surtout quand c'est un secteur d'insécurité économique. Là. La restauration, là, on été très impactés. Très impactés. Fait que dans le creux de la pandémie, à un moment donné, on avait une centaine d'employés. Moi, j'étais fière de faire travailler ces 100 personnes-là. Mm-hmm. C'était pas rentable, mais on faisait du break-even. Puis je me disais, c'est pas logique, mais en même temps, on fait travailler ces gens-là. Ça a de l'impact parce qu'aujourd'hui, c'est des gens qui vont émotionnellement très bien versus les gens qui n'ont pas travaillé, les gens qui l'ont eu peut-être un peu plus rough là, sur le plan émotionnel. Ouais. Le podcast s'appelle « Meilleur humain, meilleur monde ». Mm-hmm. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Un monde de possibilités où on se redéfinit à travers l'adversité.
Puis moi, je pense qu'on est en train d'être témoin de tous les systèmes qui sont à repenser, réfléchir autrement, sortir des petits cadres. Mon secteur d'activité fonctionne souvent avec des appels d'offres. Ouais. Puis on nous fait encore soumissionner sur 2 œufs bacon, là. Ouais. Puis bon, récemment, j'ai un prospect qui m'a appelé et il dit « Mais qu'est-ce que vous voudriez dans l'appel d'offres? » Je dis « Laissez-nous un canevas. Donnez-nous le budget. Laissez-nous gérer les cuisines. Mm-hmm. Vous n'êtes pas des experts, vous, là-dedans. Nous, on l'est. Nous, on sait, mais donnez-nous votre démographie, donnez-nous des informations pour qu'on puisse designer des offres alimentaires qui correspondent à vos employés. Puis là, il y a une question aussi de fond à se poser. Sommes-nous un service pour l'employeur ou l'étudiant? Sommes-nous un service à l'élève ou on est juste là pour payer des loyers puis des ristournes pour enrichir le système qui a besoin aussi de fonds parce que, bon, surtout dans l'éducation, ils se sont fait couper 70 millions dans leur budget. Fait que je comprends la crise des centres de services scolaires. Ils cherchent de l'argent partout, mais, tu sais, malheureusement, c'était un peu contre mes valeurs de revenir aux croquettes de poulet, là. Puis aussi, au-delà de ça, c'est que les chiffres sont là, mais les études aussi le démontrent. C'est même plus une question de est-ce que j'aime la poutine ou non. C'est bien manger, ça donne plus d'énergie, on est plus productif, on dort mieux, puis on va être des meilleurs employés, puis on va être en meilleure santé. Donc, c'est l'avenir. Là. Je veux dire, on est là-dedans. Là. C'est le présent. C'est le présent puis l'avenir. Ben, c'est assez simple. On a un enjeu on a un enjeu dans notre système de santé. Hein? On ne se le cachera pas. Bon, regardez un client de la SQDC, puis regardez son impact sur l'économie qu'il a. Peut-être pas nécessairement le même que quelqu'un qui côtoie le gym 3 fois par semaine, qui se nourrit un peu mieux, puis qui drive dans son travail, puis qui performe, puis des fois, peut-être qu'il ne performe pas non plus, mais, tu sais, je veux dire, il contribue, du moins, différemment. Puis c'est là où je trouve qu'il y a comme des espèces d'écarts qui se sont creusés, puis ça revient toujours à de l'éducation. Mm-hmm. Ça revient toujours à de l'éducation. Qu'est-ce qu'on enseigne? La prévention. C'est ça. Tu sais, moi, je ne suis pas contre la poutine. Là. J'en mange 4 fois par année. Je m'en paye 1 par saison. J'ai droit à 1. Puis là, je sélectionne les meilleurs endroits. J'ai une liste en passant. Mais ceci dit, c'est dans l'équilibre qu'on se rejoint. Tout à fait. C'est comme le vin. On peut en prendre une fois de temps en temps. Si on vide la bouteille à tous les soirs, on a peut-être un petit problème. Julie, l'entrevue tire à sa fin. J'ai envie de te poser une question d'un regard vers le futur. Mm-hmm. Si on était aujourd'hui le 28 mai, mais 2028, et que tu regardes en arrière la progression de ta nouvelle entreprise que tu es en train de réinventer finalement, tu sais, plus dans le mode corporatif, où est-ce qu'elle va être, cette entreprise-là, qui ferait que tu serais heureuse et inspirée de ton parcours? Je suis déjà inspirée, je suis déjà heureuse. Tu sais, je pense que mon entreprise ne définit pas mon bonheur. Il contribue grandement. Ouais. Je répondrais par mon BHAG. Je pense que vous êtes familier avec le terme. Là. Cléo? Ben oui, Cléo. Qu'est-ce que c'est ton BHAG? C'est parfait, c'est une belle façon. J'ai toujours voulu... tu sais, on a Céline Dion au Québec. Ouais. Qui est allé partout dans le monde. On a plein d'artistes au Québec, mais on a plein de cuisiniers. C'est au Québec qu'on mange le mieux dans toute l'Amérique du Nord. Alors moi, mon BHAG, c'est d'est en ouest. All right. Très fort. Fait que c'est ça que tu attaques actuellement. Ben oui, tu sais, les gens de Vancouver adorent ça, venir à Montréal. Alors, est-ce qu'on peut créer un système où le service alimentaire peut devenir performant dans d'autres provinces, dans d'autres régions, puis toujours en respectant chacune des régions. Le maïs, les piments, l'approvisionnement local. C'est ça. Fait que c'est de revoir comment on va arriver à mesurer cet impact-là à travers les prochains steps de croissance d'entreprise. Moi, je pense que c'est là que je vais être le plus heureuse. Wow! Ben écoute,
On va te souhaiter le meilleur des succès dans ce prochain chapitre. C'est vraiment un nouveau chapitre. Je pense qu'on pourrait appeler ça comme ça de ton livre. Merci d'avoir pris le temps de nous raconter ton histoire. Avec grand plaisir. Merci de l'invitation. C'était très gentil. Inspirante, ton histoire, très inspirante. La leader que tu es aussi, Julie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir regarder le podcast et s'inspirer eux aussi à leur tour de ton histoire, puis de tes défis, de tes succès aussi que tu as présentement. Ben oui, ben écoutez, merci. Tant mieux si je peux être utile. Et à tous les drop-out qui nous écoutent. Il y a de l'espoir! Mangez bien, partez-vous en business, puis laissez tomber. Prenez la retraite avant. Oui, prenez la retraite au début, dépensez tout votre argent en commençant. Puis après ça, let's go, plus rien à perdre, on fonce tête première. Puis de toute façon, ça ne nous tente plus de voyager. On veut regarder pousser nos légumes dans le potager, là, rendu à 45 ans. Merci, Julie. Merci.